Bonjour à tous, bienvenue pour ce 3e épisode de Kezako Data. Je me présente, je suis Séverine Capon, architecte data chez Quanzeo. Pour ce 3e épisode, je vous présenterai Azure Data Factory. Lors des épisodes précédents, je vous ai présenté Azure Synapse Analytics et les blob storage et ainsi que le portail Azure. Sur cet épisode, je vous présenterai Azure Data Factory qui va nous permettre de faire la liaison entre vos systèmes amont ou aval en termes de données et votre plateforme de data intelligence. Lors de cet épisode, je vais vous dire pourquoi ADF est un ELT. Je vais vous présenter ses composants et je vais vous faire un focus sur l'intégration runtime et à quoi elle sert. Puis, je vous ferai une démonstration d'une création d'une data factory et une création d'une pipeline, donc d'un process de copie de données et de transformation de données. ADF est un ELT parce qu'il permet de faire de l'extraction, du chargement et de la transformation. Donc de l'extraction à partir de plus de 80 sources de données disponibles, donc, dont des sources d'on-prem, donc sur vos serveurs d'entreprise, ou pourquoi pas de l'Amazon, du SAP, du Data Lake Storage et plein d'autres. Et le chargement, c'est pareil, on va pouvoir le faire sur ces 80 mêmes sources. La partie transformation est quant à elle effectuée via des activités. Ces activités peuvent être soit des procédures stockées, soit des notebooks dans Databricks, des exécutions de machine learning ou des packages SSIS. C'est ce qui va vous permettre de passer vos packages SSIS qui sont on-prem sur Azure et de façon en shift and lift, de façon à pouvoir migrer votre infrastructure on-prem vers Azure assez facilement. Et plein d'autres types d'activités. Les composants Azure Data Factory. Alors, on a les pipelines. Les pipelines, c'est une suite ordonnée d'activités à exécuter sous SSIS. Si je fais le pendant, ça va être la partie control flow. Les pipelines vont contenir des activités. Les activités, il y a 3 types principaux. La copie, donc, qui va permettre l'extraction et le chargement des données, donc à partir de ces 81 types de sources. L'exécution de la transformation des données par activité. Et aussi tout ce qui va permettre d'organiser votre code et d'organiser le flux de données, donc via des itérations ou des conditions. Donc des boucles de traitement ou du traitement conditionnel. Nous avons aussi la partie Dataflow qui va permettre de définir de façon logique les transformations de données et de manière graphique. Les Dataflow, ils utilisent un cluster Spark qui est, attention, très coûteux. On peut faire ces transformations-là par d'autres moyens que du cluster Spark. Dataflow aurait comme correspondant sous SSIS la partie Dataflow, mais sous SSIS, on pouvait déjà à l'époque transformer les Dataflow par des exécutions de storeproc ou d'autres activités. Le composant dataset. Le composant dataset, c'est le jeu de données qui est structuré. Donc, on a défini la structure sur laquelle on va travailler. Il est lié à un link service. Le link service, c'est la chaîne de connexion. Les datasets sous SSIS, ça correspond aux composants source et aux composants destination. Les link services, eux, ils vont vraiment correspondre aux chaînes de connexion. L'intégration runtime, c'est vraiment le cœur de l'infrastructure d'Azure Data Factory. Il y a plusieurs types, je vous ferai sur le slide précédent un focus dessus. Et
nous avons les triggers qui correspondraient sous SCCS au job SQL, entre autres, et qui va permettre en fait, l'élément de déclencher l'exécution sur d'une ou de plusieurs pipelines. Elles vont pouvoir être exécutées de différentes manières, soit schedulées, soit de façon périodique sur une fenêtre de temps, soit sur un événement. Alors les événements, c'est la présence d'un fichier dans un blob storage, ou de façon manuelle. Et on va pouvoir créer, les développeurs vont pouvoir créer des templates, ce qui va permettre de faciliter et d'accélérer les développements des pipelines sous Azure Data Factory. L'intégration runtime. L'intégration runtime, c'est le cœur d'Azure Data Factory, c'est ce qui va permettre le calcul sous Azure Data Factory. Il en existe 3 types. Le type par défaut, qui est le type Azure, qui va permettre les mouvements de données depuis et vers le réseau public. Alors, on peut être sur Azure et être sur un réseau public ou un réseau privé. Quand on est sur Azure avec un réseau privé, c'est que du coup, on a mis les éléments de database ou de données sur ce qu'on appelle un réseau, un virtual network. Et on va permettre sur ce type-là Azure, donc aussi l'exécution d'activités sur les éléments qui sont sur le réseau public. Le deuxième type est le self-host. Lui, il va permettre les données et le mouvement de données depuis et vers le réseau privé. Donc, depuis et vers votre infrastructure on-prem ou depuis et vers les éléments Azure qui sont sous un réseau virtual network. Ce type d'infrastructure, donc d'intégration de runtime, va nécessiter une VM. Le troisième type, c'est Azure SCCS, qui est là pour permettre l'exécution de packages SCCS. C'est ce type-là qu'on utilise quand on doit migrer des packages SCCS de l'on-prem vers Azure. Passons à la démonstration. Je vais maintenant vous montrer comment on crée une Azure Data Factory sous Azure. Donc, on se met sur le ressource group où on souhaite créer l'Azure Data Factory. On fait ajouter, on cherche Factory. Voilà, on arrive sur la page Data Factory, on fait créer. Lui, comme d'habitude, met un nom avec la norme de l'entreprise. Voilà. Je vérifie la version, donc on est bien en version 2, qui est la dernière des versions. Voilà. L'abonnement, le ressource group, l'emplacement que je souhaite reprendre occidental, et là on va avoir le paramétrage qui est lié à GitHub. Pourquoi ? Parce que simplement les codes et donc le développement qui va être fait par vos développeurs ou que vous allez pouvoir faire va pouvoir être versionné par Git ou GitHub sous Azure Data Factory. Là pour le POC, je ne vais pas faire le paramétrage. Et c'est vraiment ce paramétrage Git vraiment important de le faire, et c'est à mon sens quelque chose de nécessaire sur la plateforme de développement. On ne le fera pas sur les plateformes de recettes et de production qui, elles, seront livrées par de l'intégration continue, du déploiement continu plutôt, et donc du coup ne nécessiteront pas de lier avec un repo, d'être liées avec un repo Git. La création en cours, elle est finie. Voilà, donc du coup, mon Azure Data Factory a été créé. Donc j'ai bien accès à l'OverView, au journal d'activité, au contrôle d'accès, ce qui va me permettre de donner de façon très fine les droits de qui a le droit de faire quoi sur l'Azure Data Factory. Voilà, donc des diagnostics, des verrous, mais
Voilà. Donc le portail le plus important, il va se retrouver là, sur Azure, sur Author et Monitor, qui va vous permettre de développer Azure, sur Azure Data Factory et de le monitorer. Donc là, on arrive sur la page d'accueil d'Azure Data Factory où on voit sur cette page d'accueil tout un tas de possibilités, donc sur de la création de pipeline, de data flow ou de la partie purement si on veut faire de la copy data, on a déjà quelque chose de préfet ici. Voilà. Et les deux derniers vont être sur de la configuration, donc sur SCCS ou le setup de GitHub s'il n'a pas été fait précédemment. Les onglets dessous. Donc là, on est sur l'onglet d'édition, donc de développement de l'Azure Data Factory. Ici, on va être sur l'onglet de monitoring. Donc quand des pipelines s'exécutent, on aura toute la liste et donc leur statut, s'ils sont passés en succès ou en erreur. Et ici, on va toute la partie administration d'Azure Data Factory. Donc on va avoir l'administration des chaînes de connexion, des intégrations runtime qui sont ici. Et donc on voit que par défaut, il nous met une intégration runtime ici de type Azure. Et pareil, donc la connexion au Git et la partie trigger. Maintenant, donc du coup, pour vous montrer comment on crée une pipeline, je vais passer par un exemple de créer une pipeline qui va copier donc un fichier Parquet qui est sur un compte de stockage Azure et qui va aller le pousser vers un serveur Azure SQLDB et qui va lancer la transformation pour aller faire les transformations liées aux règles de gestion qui ont été implémentées dans une spec. Voilà. Donc, là, je vais créer une première pipeline. Hop, je fais plus créer pipeline. Il arrive les propriétés tout à droite. Je lui donne le nom. Voilà. Et là, ici, j'ai l'outil et l'espace de développement. C'est un développement en glisser-déposer. Donc là, première chose, voilà, donc là on est sur la liste des activités. Donc on a une première type d'activité qui est Move et Transform, donc qui vont permettre de faire les copies data et aussi de lancer du data flow. Et on va avoir d'autres activités derrière, donc du Data Explorer, du Databricks pour lancer du notebook entre autres, du Data Lake Analytics pour lancer les commandes du SQL. Et on va aller sur voilà, un type d'activité intéressant qui sont les itérations et conditions, donc ce qui vont permettre de filtrer les données, de faire du for each loop, donc du coup de boucler sur un ensemble d'éléments, de fichiers, d'objets ou tout ce que vous voulez, et faire de la condition, du switch et ainsi de suite. Voilà. Et dans l'onglet général, on va aller voir l'activité qui va nous permettre de jouer avec des variables. Oui, parce que du coup, Azure Data Factory permet de variabiliser les pipelines, ce qui peut permettre de bien factoriser le code pour éviter d'avoir à créer une pipeline par fichier ou par type de fichier. On peut aller loin dans le paramétrage tout en étant raisonnable sur la complexité et pour pouvoir éviter d'avoir un pipeline par deux fichiers et donc d'avoir plutôt une pipeline qui va s'occuper d'un ensemble de types de fichiers ou même de la totalité. Et donc une pipeline peut aussi appeler une autre pipeline. Voilà. Donc là, dans l'exemple, on va faire une copy data. Donc, on met copy data. Donc, l'activité est là. On peut lui donner un nom. Et ce que je vous conseille de le donner, parce que ça va vous permettre dans le monitoring de retrouver l'activité qui est en cause. Hein. Généralement, quand on regarde le monitoring, quand on regarde au niveau des activités, c'est qu'il y a une activité qui a eu une petite erreur. Et donc, on souhaite savoir exactement laquelle est en question. Donc un bon nommage
permet de faire cette rapide analyse. Donc voilà, donc là j'ai paramétré le général donc, de l'activité, je lui ai donné son nom, il y a plein d'autres paramétrages. Donc là on va aller sur la partie source de données. Donc source de données, donc c'est les sources de mon fichier. Donc là pour le moment ça sera mon fichier qui est sur un data lake. Donc là j'ai rien de paramétrer, je vais aller faire new. C'est sur un blob storage. Alors tout à l'heure je vous disais quasiment 80 type de source de données ou de destination. Voilà. Donc là sur le hall, on a du Redshift, de l'Amazon S3. On va aller sur du Postgres, du Cassandra, ou du Dynamics, du FTP, SFTP. Bref, du web, du REST, voilà, du PayPal qui est en preview, voilà, je vous disais du REST, du SAP et j'en passe. Et du Snowflake aussi. Voilà. Donc là, moi, je vais prendre du Tukun Data Lake Gen 2. Ça sera un fichier Parquet. Je vais continuer. Donc voilà, donc là je peux lui donner un nom. Alors je vais donner un nom au dataset. Donc là, je laisse tel que pour la démo. Je fais new. Donc là, new, c'est pour le link service, ce que je vous disais tout à l'heure, ce link service, c'est la chaîne de connexion. Donc là, je vais donner les infos nécessaires pour... C'était la chaîne de connexion vers le data lake. Donc, je prends l'authentification account key qui me va bien. Je sélectionne la souscription où se trouve mon data lake, mon storage account. Voilà, donc là, j'ai ma connexion. J'ai plus qu'à faire test connexion. Ça se passe bien. Donc, je fais create. Maintenant, on revient sur le dataset une fois que la chaîne de connexion est faite. Il me demande le chemin du fichier. Donc, c'est des éléments qui sont paramétrables par la suite. Donc là, je vais spécifier, je vais vous montrer comment on peut paramétrer. Voilà, fichier. Je fais OK. Et donc là, pour paramétrer le chemin ou le nom du fichier, on va aller sur le dataset. Donc là, j'ai ouvert le dataset qui est ici sur la colonne de gauche. Et là, dans le nom, je vais avoir du Add Dynamic Contents. Donc du coup, on va pouvoir aller récupérer des informations, soit de date, qui sont ici, ou des informations qui viennent d'une activité précédente. Donc, je reviens sur mon activité de copy data. J'ai indiqué ma source, du coup, qui est le fichier Parquet. Par contre, il faut maintenant que j'indique ma destination. Donc, c'est pareil, je dois créer le dataset et la chaîne de connexion parce que du coup, là, ma destination va être une base Azure SQL Database. Voilà, donc là, c'est pareil, je n'ai pas de chaîne de connexion qui sont liées à ce type de ressources, donc je la crée. Je sélectionne mon compte, ma souscription Azure, mon serveur SQL, la base de données. Et là, deux possibilités. Hein. C'est pareil, on peut passer toute la chaîne de connexion sur le KeyVault, donc KeyVault qui est un coffre-fort de secrets sur Azure, ou juste le mot de passe. Il est vraiment là, le conseil, c'est que le minimum, c'est de passer le mot de passe sur le KeyVault, ce qui va vous permettre de facilement migrer le code Azure Data Factory de plateforme en plateforme. Voilà. Donc là, il me demande de saisir
l'authentification. Donc là, pour la démo, et je dis bien pour la démo, je mets en mode password. Sinon, si je serais dans un environnement client ou d'entreprise, je ferai sur Azure Key Vault. Voilà, la connexion s'est bien passée. Je fais create. Maintenant, il va me demander la table de destination. Donc là, je lui indique la table. Idem, OK. J'ai indiqué la source, la destination. Voilà. Donc on peut aussi créer, enfin, mettre des procédures stockées ici en destination. Donc on fait la copie et il exécute la store proc. Et puis plein d'autres informations aussi. Donc la copie elle est faite. Maintenant on va aller faire la partie de transformation. Donc la transformation est une store proc qui est déjà développée. Donc, voilà. Pour ordonnancer les choses, donc j'ai juste à tirer le trait d'une boîte à une autre. Je fais ici sur ma store proc, donc pareil, je lui donne un nom. Et là, il va me demander la chaîne de connexion de la base de données qui va me permettre d'exécuter ces store proc. Donc là, elle existe déjà. Et le nom de la procédure. Donc là, comme elle existe déjà, j'ai juste à aller la chercher. Et c'est pareil, vous voyez, on peut faire du dynamic content ici. Et donc du coup, paramétrer cette procédure stockée. Voilà, donc du coup, ma pipeline de LT, donc du coup de extract, load et transformation, elle est faite. Donc maintenant, pour la tester, donc on va pouvoir faire des bugs ici, ou on va pouvoir aussi trigger 2, donc la lancer de façon manuelle ici, ou rajouter un trigger. Donc là, quand je rajoute un trigger, je fais new. Et là, j'ai le nom, j'ai le type, donc schedulé ou sur une fenêtre de temps, ou par événement. Voilà, si je prépare événement, j'aurais pu voilà, sur le storage account et dire bon bah le container name est celui-ci, et je vais vérifier la présence ou non et la nouvelle présence de tel ou tel fichier, et si ces fichiers sont présents ou ils sont supprimés, je lance la pipeline. Hop. La pipeline est en cours d'exécution. Voilà, donc là, il me dit que la partie copie s'est bien déroulée et qu'il est en train d'exécuter la store proc. La store proc c'est fini. Et donc voilà. Voici, donc au terme de ces 3 épisodes de Kesako Data, on est arrivé sur une architecture de data intelligence simple, où on a du coup notre ELT qui va permettre l'interface entre les systèmes amont et aval, les systèmes amont pour récupérer l'information. Et là, le data lake storage pour copier les données brutes dessus, et la partie du pool Synapse Analytics pour la partie de l'entrepôt de données et des store proc pour faire les transformations. Voilà, donc à ceci on peut, voilà, on aurait pu très bien plugger Power BI dessus sur Synapse Analytics ou le Data Lake Blob Storage, préférence sur le Synapse Analytics, et on a déjà une architecture simple de data intelligence.
lors des prochains épisodes. Je vais vous parler de Azure SQL DB qui peut être intéressant sur des architectures à faible volumétrie et de data intelligence. Puis de l'intégration de l'infrastructure as code, de l'intégration continue et du déploiement continu pour la data, de Databricks et de Azure Analytics Services. Merci d'avoir suivi cet épisode. Pensez à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et pour toute question, merci de nous contacter à contact@quaseo.com.